En Cisjordanie, ce week-end, un adolescent est mort sous la balle d'un fusil israélien. L'armée a ouvert une enquête, l'armée qui dit prendre au sérieux les exactions de ses soldats, mais qui les a autorisés récemment à tirer s'ils ressentent le moindre danger, y compris de la part d'un gamin équipé d'un lance-pierre. Une page s'est tournée, il n'y a plus de chef d'état-major des armées interdisant à ses militaires de vider un chargeur sur une jeune fille de 13 ans munie d'un paire de ciseaux, comme le disait le général Gadi Eisenkot il y a encore 7-8 ans. De fait, en Israël, les ONG comme B'Tselem, Kerem Navot, Peace Now documentent et dénoncent les violences de l'armée israélienne et des colons qui harcèlent les habitants. Des juristes israéliens comme Mordechai Kremnitzer s'indignent de ce que la Knesset exerce aujourd'hui de fait sa souveraineté sur les territoires occupés de Cisjordanie, comme si ces territoires étaient déjà annexés. Comment raconter ce territoire morcelé, fragmenté? Comment raconter ces villages assiégés ou détruits qui ne sont pas de simples rangées de maisons entre lesquelles circulent des courants d'air, mais qui sont leurs habitants même, intégrés à la pierre, aux charpentes et au sol. Bonjour Karim Katan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain palestinien et français de Bethléem, auteur de Septentrional qui paraît le 4 septembre chez Elisade, comme tous vos romans. Le dernier, c'était L'Éden à l'aube en 2024, soit 7 ans après votre premier roman préliminaire pour un verger futur. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de la Palestine, Gaza, mais d'abord de ce territoire que vous connaissez bien, la Cisjordanie, puisque donc vous êtes né et avez grandi à Bethléem. Ceci dit, est-ce que naître en Cisjordanie est la garantie de connaître tout le territoire? Quand vous étiez enfant et adolescent, est-ce que les déplacements étaient aussi contraints qu'ils le sont aujourd'hui? Merci, de commencer avec cette excellente question qui permet en fait de peut-être de donner aux auditeurs et aux auditrices une compréhension un peu plus concrète de ce qu'est la Cisjordanie. Parce que je me rends compte, qu'on ne se le figure pas toujours réellement. Hem, la mobilité pour les Palestiniens de Cisjordanie a toujours été extrêmement contrainte. Ce qu'on voit, c'est qu'elle est de plus en plus contrainte. On arrive à un stade où bientôt, beaucoup des formes de mobilité qu'on pouvait avoir par le passé vont complètement disparaître. Mais c'est Lesquels? alors, peut-être que qu'on y reviendra, mais vous savez, avec les nouvelles constructions de colonies, notamment, le projet, qui s'appelle, E1, E1, il y a de fortes chances que le sud et le nord de la Cisjordanie soient complètement, séparés. Ce qui réduira encore plus une mobilité qui, de base, est, déjà tout à fait, réduite et grandir en Cisjordanie ne veut pas forcément dire être familier de tout ce petit territoire parce qu'il est tellement, parfois on utilise cette idée, archipélisé, que c'est compliqué d'aller d'une ville à l'autre. La plupart de ces grandes villes sont quasiment isolées, comme Bethléem. Quand ils en sortent, les habitants se heurtent aux barrages de l'armée israélienne. Quelle place prenaient les colons israéliens dans votre quotidien? Alors pas dans la ville même, Bethléem est en zone A, donc elle est gérée par la seule autorité palestinienne, comme la plupart des grandes villes de Cisjordanie. Mais autour de cette ville, est-ce que vous étiez souvent confronté à eux? Est-ce que vous les croisiez dans les années 90? C'est ça, oui, mais comme, il y a en effet, une organisation d'apartheid. Il y a des routes pour les colons, des routes pour les Palestiniens. Parfois, elles se rejoignent, mais très rarement. Là où les colons peuvent circuler, nous, on est en danger, nous les Palestiniens, donc on ne s'y aventure pas trop. Euh, je voudrais juste rappeler que ce que je dis, c'est mon expérience. C'est-à-dire que je n'affirme pas des choses complètement qui ont valeur de vérité générale. Dans mon expérience des années 90 et du début des années 2000, on voyait les colons, évidemment, on avait peur des colons. Faut pas oublier ça. On a peur des colons, c'est-à-dire que nous, on est démunis face aux colons protégés par l'armée. On les croisait, mais et on les voyait beaucoup, et on voyait les colonies à vue d'œil grandir. On le voit toujours. Je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est réellement, on peut le dire, en Cisjordanie, c'est le royaume des colons et des soldats, entièrement. On le voit. Surtout aujourd'hui, 510 000 colons vivent en Cisjordanie pour 3 millions de Palestiniens. La Cisjordanie est de plus en plus morcelée. Ce sont une multitude d'enclaves déconnectées les unes des autres avec 850 barrières et points de contrôle recensés par l'ONU. Vous, quand vous étiez enfant, alors vous faites partie avec votre famille de la communauté chrétienne de Bethléem, mais vous alliez au lycée français de Jérusalem, vous faisiez le trajet tous les jours. Par où fallait-il passer? Oui. C'est juste à côté, hein, c'est pas très loin, C'est mais... assez, à moins de 7 kilomètres, je pense. Alors, on traversait clandestinement pour aller à Jérusalem tous les jours.
ce qui maintenant, à l'âge adulte, me paraît absolument invraisemblable. Donc Vous cachiez clandestinement, qu'est-ce que ça veut ça dire en dépendait l'occurrence? des fois, il y avait un bus qu'on pouvait prendre, parfois il fallait passer par des terrains vagues, enfin ça dépendait. Mais donc ça, c'est la séparation entre Bethléem et Jérusalem, qui en soi est illégale, mais il faut pas oublier que donc, comme vous le dites, il y a énormément de points de contrôle et de checkpoints au sein même de la Cisjordanie. Donc certains qui n'ont enfin aucun n'a une fonction à part harceler les Palestiniens. Et donc même la mobilité au sein de ce qui théoriquement est censé être la Cisjordanie occupée est entièrement contrôlée par Israël. Faut pas l'oublier ça. Au détour d'un lacet, les gens qui vont de Cisjordanie en Israël chaque jour pour travailler trouvent souvent un nouveau talus Mhm. jeté dans la nuit par l'armée. Il faut alors prendre des sentiers de poussière, serpenter entre les oliviers et les figuiers. Certains connaissent tous les détours possibles. Alors vous êtes romancier et non politiste ou journaliste, Karim Katan. Il ne s'agit pas de vous prendre à contre-emploi, mais quels mots posez-vous sur ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, dont nos regards se sont peut-être un temps détournés parce que la guerre à Gaza? Oh, quel mot, On n'avait peut-être pas mesuré la violence de ce qui se passait. Nous aussi, je pense qu'on nous écoutait pas comme d'habitude. Ce qu'on voit, je veux pas le minimiser du tout parce que c'est catastrophique, mais ce n'est que la continuation de ce qu'on voit depuis de longues années. Le processus de colonisation, il est pas nouveau du tout. Il est non seulement installé, mais en plus il est quand même fondamental, aussi dans la société israélienne. Faut pas l'oublier, les colons ne sont pas, des gens tombés du ciel, ce sont des Israéliens. On les appelle des colons comme si c'était une autre catégorie de population, mais ce sont des Israéliens. Nous, on voit tout ça depuis toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en effet une même accélération, je n'ai pas envie de le dire, parce que ça a toujours été un rythme effréné. Mais je pense qu'on arrive peut-être à un seuil à partir duquel la communauté internationale est un peu obligée de réagir vaguement, de temps en temps. Alors, des sources israéliennes aussi le disent, des médias israéliens, le journal Haaretz qui dit dans la bande de Gaza, le gouvernement de Benjamin Netanyahou rêve d'un transfert de la population palestinienne, mais c'est en Cisjordanie que ce plan est déjà à l'œuvre. Un autre site d'information classé au centre, Zman Israël, qui dit la Cisjordanie brûle. Les colons ont réussi ce qu'ils voulaient, transformer la Cisjordanie en zone de guerre totale. Ce qu'on sait et que dénoncent aussi des ONG israéliennes, c'est que l'armée ordonne aux Palestiniens de détruire eux-mêmes leurs maisons, car s'ils ne le font pas, elle leur fera payer la facture. Donc ils doivent eux-mêmes contacter les entreprises qui manient les bulldozers. Mm, mm. C'est pas nouveau. Encore une fois, je dis pas ça Je pour croyais que ça se minimiser. passait à C'est pour Jérusalem-Est, mais pas en voilà, Cisjordanie. c'est Non, ça vraiment, c'est existait des déjà. pratiques. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est des pratiques existantes. Et d'ailleurs, évidemment, il faut saluer les organisations israéliennes qui le dénoncent, mais il faut pas oublier. Juste, en effet, je suis pas politiste, mais par exemple, les élections israéliennes approchent. Personne, aucun des candidats sérieux ne, ne remettrait en cause ni la colonisation, ni la poursuite des différentes agressions menées par Israël, hein. Personne. Il ne pourrait Bon. pas gagner s'il faisait ça. Aujourd'hui, vos livres racontent avec vos mots les déplacements contraints, empêchés dans un territoire morcelé. Chaque décision des plus banales aux plus importantes, que ce soit les études, les soins médicaux, les déplacements, doivent prendre en compte ces contraintes de l'occupation. Comment on fait, par exemple, c'est très concret, pour aller de Bethléem à Ramallah? Sur la carte, c'est quoi, 30 kilomètres? Ouais, Comment ouais. on s'y prend d'ailleurs? Pourquoi on irait encore aujourd'hui, habitant à Bethléem? Qu'est-ce qui nous contraint à aller à Ramallah, puisque les déplacements sont devenus tellement dangereux? Euh, bon, d'abord parce qu'il peut se passer des trucs sympas à Ramallah auxquels on a envie d'assister. On a peut-être Manger envie une d'aller à un glace? concert, voilà, ou manger une glace. Ça dépend, vous savez, l'organisation d'une occupation, c'est aussi un règne de l'aléatoire. On peut encore aujourd'hui sortir de Bethléem et arriver à Ramallah très rapidement parce qu'il n'y a pas eu de problème sur la route. C'est possible, ça peut arriver. C'est juste on est en contrôle de rien. Donc on peut passer 6 heures comme on peut passer 2 heures minimum. Et quand on est à Bethléem, le chemin le plus rapide théoriquement pour aller à Ramallah, c'est de passer par Jérusalem. C'est le chemin un peu naturel, on va dire. Sauf qu'on n'a pas le droit, donc on doit contourner Jérusalem pour aller à Ramallah. Pour aller à Ramallah, il faut justement passer aussi par cette zone qui risque d'être entièrement colonisée, qui fera que même cette route ne sera plus accessible. Donc il y a beaucoup de contraintes logistiques, infrastructurelles, comme vous dites, des plus banales aux plus spectaculaires, qui empêchent
la vie, en fait, le quotidien d'une personne palestinienne. Et le son des jeeps, le bruit des jeeps israéliennes qui parcourent le territoire de la Cisjordanie. Une traductrice de littérature arabe contemporaine qui s'appelle Stéphanie Dujol, qu'on avait reçue dans Culture Monde. Un jour, vous étiez de passage, Karim Katan, et qui a travaillé comme interprète en Palestine pour la Croix-Rouge ou pour Médecins sans frontières, a écrit chez Actes Sud un texte titré «Les espaces sont fragiles», carnet de Cisjordanie. Et elle dit: il faut pas longtemps pour comprendre que le danger vient moins des chars énormes dont le grondement annonce l'arrivée de fort loin, que des jeeps vives et légères qui vous surprennent comme l'éclair au coin d'une rue. Vous, Karim Katan, vous avez vu la construction du mur de séparation, voté en 2002. Vous aviez quoi, une dizaine d'années, 12, 13 ans. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez à quoi ressemblait Bethléem avant ce mur? Oui, donc en fait, le mur, que nous appelons mur d'apartheid, a commencé à être érigé, car c'est un très long processus, au début de mon adolescence. Je trouve ça assez vertigineux d'y repenser parce que je ne me souviens plus de Bethléem sans le mur. Même de tout ce que je connais de la Cisjordanie sans le mur. C'est très étrange. C'est-à-dire que si le mur venait à disparaître, je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où je me sentirais désorienté. Il y a cet impact sur l'imaginaire aussi qu'a une occupation, en fait, de ce genre. C'est-à-dire que même la géographie mentale des lieux, elle change inévitablement. Quand on est ado ou enfant et qu'on voit ce pays changer, enfin, l'impact sur nos mémoires et sur nos manières de nous rapporter au territoire est quand même est très profond. Dans vos livres, vos personnages sont, je cite, enchaînés à des systèmes conçus pour maintenir leur vie au stade minimal et, par exemple, tuer dans l'œuf la possibilité de vivre amoureux. Dans l'Éden à l'aube, par exemple, l'histoire d'amour entre Gabriel et Isaac est impossible parce que la nature du passeport de l'un et de l'autre, leur compte en banque, le fait que l'un ait besoin d'un permis pour être auprès de l'autre, tandis que l'autre ne peut quitter plus d'un an ce pays sous peine de tout perdre. Deux hommes qui ont des possibilités toujours négociables et jamais assurées, des moitiés de droit et des semi-prérogatives. Et pourtant, dans vos livres, Karim Katan, quand deux Palestiniens se croisent, et c'est également le cas dans Septentrional, quand deux Palestiniens se croisent, ils ne parlent pas de l'occupation israélienne. Oui. Euh, Alors pour l'Éden à l'aube spécifiquement, en plus, alors même que, justement, comme vous le disiez, la logistique de l'occupation est centrale dans l'histoire d'amour. Ils en parlent pas. Alors c'était presque pas un choix, c'est juste qu'on. D'ailleurs, le narrateur le dit à un moment, c'est juste qu'on passe pas sa journée à commenter l'occupation. On ne parle Elle pas est là. jour et nuit de ce qui constitue Exact. l'étoffe de nos existences. Voilà. Évidemment, on en parle, évidemment, les gens ont des avis, évidemment, il y a du désaccord et de l'accord politique, etc. Mais on n'en parle pas d'une manière explicite à longueur de journée. Et je pense que, donc, naturellement, mes personnages n'en parlent pas comme s'ils avaient des propos. Enfin, je veux pas faire de mes personnages des fiches Wikipédia sur l'occupation. Vous voyez, ça peut très rapidement devenir ça aussi. Non, mais ils disent, sachez que c'est la chose qui est toujours là, partout, dans leur ciel et sous terre, et dans les regards et dans chaque geste. C'est l'occupation qui régit l'existence, qui l'organise, qui la permet, qui la soustrait. Et ça, c'est pas dans Wikipédia qu'on pourrait le lire. Karim Katan, c'est ce que permet aussi la littérature, l'écrivain. Dans Septentrional, votre livre qui va paraître dans quelques jours chez Elisade, vous dépeignez un territoire où il s'est passé quelque chose, il s'est passé une catastrophe. Et comme souvent dans vos livres, vous affranchissez la Palestine de sa géographie. On ne sait pas bien où on se trouve, quelle route prennent les deux personnages principaux, Mariam au volant qui roule à fond la caisse et Joseph qu'elle a pris sur la route. On sait qu'il roule vers le nord, il semble suivre un littoral, c'est donc à Gaza s'ils suivent la mer. Si vous voulez. C'est dans Septentrional, en effet, en plus, là, je me permets de m'affranchir beaucoup de cette géographie. Oui, parce C'est-à-dire que s'il que, roule vers le nord, déjà, c'est pas possible en c'est soi, pas mais on possible. peut, en fait, je souhaitais que les lecteurs et les lectrices puissent projeter Israël-Palestine ou pas dessus, au choix. Vraiment, je voulais aussi que le territoire il puisse avoir peut-être un peu une valeur de territoire général, sur lequel on peut voir aussi peut-être d'autres situations. Mais bien sûr, moi, je l'écris à partir
de la Palestine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont deux personnages qui ont connu la guerre, qui connaissent la guerre. 5 ans auparavant, écrivez-vous, la guerre avait commencé un étrange matin. Hind et Mariam la prirent au large de la mer du Couchant, virent dévaler l'Égypte, encore elle. 6 ans avant ça, elle s'était terminée, une paix ou une reddition signée par des dirigeants sur une lointaine pelouse. Et il y a 1 an, elle avait éclaté encore une insurrection dans les montagnes du Sirion. En fait, le pays n'entrait ni ne sortait de la guerre, elle était son état naturel. On n'en C'est sort pas. c'est drôle qu'il y ait l'Égypte là aussi, en effet. Euh, dans Septentrional, on est dans un pays qui est en proie à une apocalypse, visiblement une apocalypse de guerre, peut-être de génocide, peut-être de ça, mais aussi qui a des formes surnaturelles. On conçoit pas trop, mais il y a vraiment une apocalypse exagérée au possible. Je pense que c'est, en tout cas, dans le moment intime de l'écriture, c'était vraiment une manière de réfléchir, de vivre et de réfléchir par l'écriture à ce que c'est que le sentiment de disparition et de destruction de son pays, qui là évidemment vient de ma condition de Palestinien, mais qui j'espère aussi parle à d'autres conditions. C'est toujours cet aller-retour que je pense que le roman permet, que la littérature permet. Un roman où la guerre existait, c'était l'état naturel de ce territoire, écrivez-vous, mais elle avait rarement été ce qu'elle est maintenant, une catastrophe, de la mer du Couchant au fleuve descendant, du jour au lendemain, irrémédiable, totale. Hmm. Euh, Vous savez, quand on vit dans ou qu'on vient d'un territoire comme la Palestine, ou d'ailleurs, on s'habitue à tout. On normalise tout, ce qui est normal. C'est une beauté de l'être humain, je pense. Mais à un moment, le seuil de catastrophe est toujours repoussé. Et c'est-à-dire, tout devient normal. Et on attend toujours le seuil, la chose qui signifiera la pire des catastrophes. Et en fait, moi, déjà les 3 dernières années en Palestine, enfin, on a vécu des horreurs pires que tout jamais, que ce soit le génocide à Gaza ou ce qu'on voit en Cisjordanie ou beaucoup d'autres choses. Mais en fait, le seuil est toujours, enfin, tout devient le quotidien à un moment. Et je crois que c'est ce qui m'intéressait en fait aussi dans Septentrional, c'est quel est le point de bascule à partir duquel il y a un point de non-retour. Euh, Vous y êtes déjà allé à Gaza, Karim Katan? il y a longtemps, je suis allé à Gaza pour un mariage quand j'étais petit, à 9 ou 10 ans, je pense. Je regarde un souvenir merveilleux. C'est la première fois que j'ai vu la mer en Palestine. Euh, C'était un mariage de famille. Donc, parce qu'il faut. Voilà, Gaza est enfermé depuis très longtemps. Hein, c'est pas nouveau. Et les Palestiniens de Gaza ne peuvent pas sortir, mais aussi les Palestiniens d'ailleurs ne peuvent pas entrer dans Gaza, sauf exception. Donc, ouais, j'y suis allé une fois. Alors qu'on n'est pas loin. Hein. J'y suis allé une fois pour un beau mariage au bord de la mer. Mais Gaza, oui, a été fermé depuis bien longtemps, isolé du reste de la Palestine depuis la victoire du Hamas, notamment, Karim Katan. Là, c'est toujours un morcellement que vous racontez dans Septentrional, où c'est vraiment une disparition Mm. d'un territoire. Je peux vous citer, dehors, le pays n'était plus qu'une géométrie. On ne pouvait pas le connaître, seulement le deviner. Mm, mm. Dans Septentrional, c'est une disparition. D'ailleurs, c'est une disparition brutale. C'est-à-dire que les personnages ont une conscience intuitive et totale que leur pays va disparaître le lendemain. C'est-à-dire même, on parle vraiment d'une disparition du jour au lendemain. Bon, qu'on soit bien clair, je suis pas en train de dire que la Palestine va disparaître tout de suite. J'ai un tempérament catastrophiste par ailleurs. Euh, mais disons que de l'étranger, de la France où je suis, j'ai cette impression de destruction irrémédiable euh, que j'essaye d'explorer un peu dans ce texte. Sachant que bon, la Palestine ne va pas disparaître demain non plus, c'est pas ce que je dis, mais ce sentiment voilà, de disparition inéluctable pour revenir aux colonies, qu'on ressent aussi quand on voit une construction de colonies. Vous savez, vraiment, les colonies, c'est des choses qui sont construites très très vite. Et donc, on les voit du jour au lendemain. Et donc, on voit en fait un territoire qu'on connaît disparaître sous nos yeux. C'est ce sentiment-là, moi, qui m'intéresse.
Alors, on a choisi dans les matins d'été de ne pas faire entendre les ministres d'extrême droite en Israël ou suprémacistes juifs qui ne cessent d'avoir des propos les plus outranciers les uns que les autres de jour en jour. Et c'est sans doute très exprès d'ailleurs pour qu'on les entende, mais que ce soit Itamar Ben-Gvir ou l'autre ministre de Benjamin Netanyahu. Et puis même au sein, de toute façon, cette parole s'est quand même banalisée. Les mots pour parler de la Cisjordanie ou de Gaza sont de plus en plus déshumanisants à dessein. Alors citons plutôt les vôtres, Karim Katan, elle compris, et vous parlez de Mariam, que le reste du pays était mort, pas en train de mourir, mort, vidé plus profondément que de ses humains. Plus de pollen, plus d'abeilles, plus de moustiques, la vie s'était retirée. Demain, tout serait là, intact, mais figé, comme des statues de sel. Qu'est-ce que on va parler tout à l'heure après le journal de 8 heures d'une forme d'espoir aussi que vous les redonnez, ou d'une lumière, la lumière de l'étoile, justement, la septentrionale. Mais en attendant, tout n'est que néant. Pour peut-être lier ce passage à une expérience plus générale, c'est drôle que vous citiez ça spécifiquement, parce que dans ce sentiment d'urgence, de disparition, de néant que ressentent les personnages dans Septentrional, je pense par ailleurs que c'est un sentiment enfin, on sort d'un été où toute l'Europe est incendiée. Ce sentiment d'urgence et de disparition à des échelles très différentes, je crois que c'est aussi aujourd'hui assez constitutif de notre condition humaine du 21e siècle. Et il y a ça aussi, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire comment on peut se comprendre ou lier des expériences qui politiquement sont peut-être différentes, mais qui ont au fond cette peur de l'incendie et de la disparition. À ceci près que le contexte palestinien, enfin à ceci en tout cas de particulier, que les nombreux checkpoints, les points de contrôle entravent toujours un peu plus le passage. Or, dans votre livre, les deux personnages parcourent le pays sans entrave. Les checkpoints ont été abandonnés. Vous imaginez une Palestine sans point de contrôle, des checkpoints envahis par le lierre et le silence. On vous retrouve tout à l'heure pour en parler, Karim Katan, aux alentours de 8h20. Vous écoutez France Culture, il est 8h. Nous sommes toujours avec notre invité, l'écrivain Karim Katan, pour parler de votre patrie d'origine, la Palestine, la Cisjordanie d'abord, où la colonisation est désormais sans limite. On en parlait tout à l'heure. Nous avons aussi commencé à parler de Gaza à travers les mots de votre tout dernier roman, Septentrional, qui paraît aux éditions Elisade et où il est aussi question d'effondrement et d'apocalypse. Alors, on a commencé à l'évoquer. Gaza n'est pas nommé, la Palestine n'est pas nommée dans votre roman et vous en appelez à l'imagination aussi des lecteurs et que chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir, alors que dans l'Éden à l'aube, vous parliez de la Palestine comme d'un isthme qu'il faut nommer, sinon il s'envolerait, il deviendrait air, il deviendrait rien, inconsistance. Pourquoi avez-vous choisi cette fois de ne pas nommer la Palestine ? Peut-être pour accéder à un imaginaire un peu plus général, je pense que c'est intéressant. C'est d'abord esthétiquement intéressant. Il y a un enjeu esthétique d'abord, c'est-à-dire que je pense quand on lit ce livre, on entre dans un univers assez peu caractérisé. On est de nuit, on ne quitte quasiment jamais la voiture ou très peu. On voit pas ce qui se passe à l'extérieur et je voulais cette sorte de flou un peu, enfin c'est pas un flou, mais bref, ce pays qu'on n'arrive pas à saisir, c'était important pour moi. Et en effet, pour peut-être m'émanciper des attentes qu'on peut avoir à mon égard parce que je suis un écrivain palestinien. On est perçu d'une certaine manière et je suis très fier et content de parler de la Palestine, mais le roman propose aussi autre chose, je crois. Et ça me permet de faire ça, je pense. Vous n'aviez pas imaginé, jeune romancier, certes palestinien, mais vous n'aviez pas imaginé quand vous avez commencé à publier des romans il y a 10 ans que vous n'écririez plus que sur la Palestine, ou presque, parce qu'encore une fois, on peut y projeter ce qu'on veut. Néanmoins, vous parlez de villes auxquelles vous donnez des noms anciens, mais il y a Ourouzalim, la ténébreuse capitale au milieu des personnages. Donc, néanmoins, on est quand même mis sur une piste. Mais oui, je ne l'aurais pas imaginé. Non, après, chaque livre est son propre univers, mais c'est vrai que je lis et je m'intéresse et j'écris plein de choses très différentes, mais c'est vrai que plus ou moins bon an, mal an, là, en fait, évidemment, ma condition surgit toujours, que ça me plaise ou pas. Toujours. Mais parce que l'histoire vous oblige, Gaza vous oblige. De la même façon, dans vos romans, Karim Katan, les prénoms que vous choisissez pour
vos personnages nous font souvent douter. Parfois, ils font même douter leurs interlocuteurs, ainsi de Mariam, qui demande à Joseph, son passager, Joseph, pas Youssef. Non, Joseph, il le prononce avec le O très ouvert et un peu long, ce prénom étranger mais articulé avec les voyelles de leur langue. Mais pourquoi demanda Mariam. J'en sais rien, c'est comme ça. Il ne tenait pas particulièrement à son prénom, mais il était vexé qu'elle le remette en question de la sorte. C'est ainsi, c'est son nom, il le porte. Est-ce que il est fait exprès qu'il y ait une sorte de flou sur l'origine des personnages? Est-ce qu'ils sont juifs israéliens, musulmans, arabes, israéliens, musulmans, palestiniens? Enfin, est-ce que c'est fait exprès ou simplement ces prénoms sont O communs en oui, Palestine? on est même, franchement, là, on est même dans un autre, enfin, comment dire? Je pense que on est dans un autre monde, c'est-à-dire, ou dans un, encore une fois, dans un flou. C'est par exemple, ils payent en piastres. C'est marrant de mettre des piastres. Les noms des villes, comme vous le dites, parfois sont un peu reconnaissables, mais souvent le sont pas. C'est des noms très, très, très antiques d'endroits réels. Hem, vous savez, moi j'aime beaucoup aussi, la science-fiction et la fantasy. Il y a un vrai plaisir en fait à inventer, donc à partir d'un territoire réel, à inventer quelque chose. Et les noms des personnages, bon, disent aussi quelque chose de leur classe sociale, possiblement. Il y en a un qui a un nom plutôt étranger, peut-être que ça veut dire, en effet, en l'occurrence, Joseph est plutôt bourgeois, Mariam pas forcément. Il y a ça aussi, enfin, un nom finalement dit beaucoup de choses d'un personnage, délimite les contours d'un personnage. Et, et ça c'est juste, oui, ça s'est fait comme ça. Et quoi qu'il en soit, tous les 2, ce n'est pas par peur qu'ils partent vers le nord, non, et que disent-ils, ce qui nous pousse tous comme des dingues vers le nord, c'est l'amour. Karim Katan, l'amour de quoi et de qui? Comment est-ce qu'on peut encore aimer quand on a connu ou quand on connaît l'anéantissement? Je pense que, ouais, Septentrional, c'est un roman d'angoisse, d'urgence et de disparition, mais c'est aussi un roman de peut-être de désir ou d'amour. Et donc les deux personnages sont lancés dans cette course de nuit pour échapper avant l'aube à la destruction, mais ils rejoignent des gens ou des souvenirs ou quelque chose dans leur exil, des familles auxquelles ils ont des rapports compliqués, des amants, des maris, des femmes, des ex, etc. Euh, Enfin, c'est la vie. Je pense que c'est vraiment encore une fois, cette amalgame de choses qu'est la vie, qui est à la fois, vous savez, quand on a très peur, c'est des moments où on peut aussi ressentir très fort d'autres émotions. En fait, quand on ressent fort des émotions, on peut les ressentir toutes. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois complètement terrorisé et tétanisé, et du coup, être dans, dans, dans un sentiment, par exemple, de désir très fort. Enfin, vous voyez, en fait, ils sont comme des antennes qui, qui reçoivent à l'extrême toutes les émotions, je pense. Donc y compris l'amour, y compris le désir. En tout cas, il parcourt le pays. Alors encore une fois, nos repères géographiques sont brouillés parce que le voyage dure assez longtemps, toute une nuit, et encore, elle roule très très vite, Mariam. Or, en toute une nuit, on aurait eu largement le temps de traverser Gaza du nord au sud, ou en l'occurrence du sud vers le nord, puisque ces personnages vont vers le nord, guidés par la septentrionale, l'étoile septentrionale. On va parler aussi de la lumière, mais en tout cas, eux qui se sont toujours déplacés par détours successifs entre les entonnoirs et les passoires, ils n'avaient guère imaginé l'évidence d'une longue route ininterrompue, ouverte devant eux. À quoi pourrait ressembler, Karim Katan, un checkpoint abandonné par l'armée israélienne, un point de passage où il n'y a plus ni douaniers ni soldats? Ça revient aussi souvent dans vos romans. Vous qui vous étiez interdit par ailleurs dans un poème de jamais, jamais, jamais écrire au sujet d'un checkpoint, écrire un poème en tout cas sur un checkpoint, capituler ainsi à leur oppressive géographie. Un chapitre dans L'Éden à l'aube qui décrit un checkpoint abandonné comme une espèce d'endroit où la nature aurait repris ses droits. Évidemment, c'est complètement contre-intuitif. Il n'y a pas de checkpoint abandonné en Palestine. Il y a une multiplication des checkpoints. Mais ça arrive de temps en temps. On passe et un tout petit checkpoint est vide. Et il y a quelque chose d'un peu inattendu et extraordinaire. C'est toujours ça quand on voit un peu des monuments. Enfin, au sens symbolique, des monuments de la puissance ou d'une oppression un peu vide ou vidés de leur sens. Vous savez, il y a une espèce de jouissance ou de sentiment de liberté, oui, quand on voit une chose qui a perdu son pouvoir, une chose qui auparavant avait été toute puissante
sur nos destins, tout d'un coup, n'a plus de puissance. Je pense qu'il y a une forme de liberté. Les deux personnages dans Septentrional, donc comme je disais, sont terrorisés, mais il y a une forme d'euphorie aussi, dans cette possibilité, tout d'un coup, de traverser un territoire qu'ils n'avaient jamais pu traverser comme ça. Et pourtant, ils disent que même s'il n'y a plus ni douaniers ni soldats, les habitudes administratives et les frontières vivent encore dans son corps, en l'occurrence celui de Joseph. Il n'osait pas traverser. Est-ce que vous, par exemple, qui nous disiez que vous avez vu s'ériger le mur de séparation à Bethléem et qui auriez du mal aujourd'hui à imaginer la ville sans ce mur de séparation, qui perdriez vos repères s'il venait à disparaître, est-ce que néanmoins ce souvenir-là est encore dans les corps, serait encore dans les corps de toute façon? Il est ancré? Oui, 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 il y a un souvenir physique, je pense, qui demeure. Et, mais en même temps, par exemple, encore une fois, je suis quelqu'un de très angoissé par ailleurs, mais la traversée de n'importe quelle frontière me terrorise, sachant que je veux dire, je suis français. Encore une fois, en tant que Français, nous avons un accès obscène à la mobilité, contrairement à beaucoup de gens dans le monde. Donc je vole à travers les frontières, la plupart des frontières si je veux. Ben, ça me terrorise toujours. Je pense qu'on apprend, en fait, c'est une discipline, hein, on apprend à avoir peur dans ces moments-là, et ça, je sais pas si ça nous quitte un jour. Et c'est pour ça que vous décrivez ces checkpoints vidés, désertés, le triomphe, le lierre qui s'enroule autour des plots, les fourmis qui courent sur le métal, les lézards sur le mirador, les chiens endormis sur l'asphalte. Ça respire lentement, majestueusement comme une plante. Karim Katan, est-ce que ce sont aussi vos quelques souvenirs d'enfance qui vous autorisent à ressentir encore une forme d'espoir? Vous êtes né en 1989 et chaque date est importante en Palestine, chaque date doit être replacée dans un certain contexte, elle donne une information sur la texture de votre univers quand vous êtes venu au monde. Quels horizons se sont d'emblée présentés à vous et quelles limites en Mhm. 89? Donc moi, je fais partie de la génération, pour faire assez grossier, mais en gros qui a été enfant pendant les accords d'Oslo et ado pendant la seconde intifada. Bon, les accords d'Oslo n'ont pas vraiment représenté forcément de l'espoir pour les Palestiniens, on peut les lire comme la continuation et la sophistication du processus de colonisation par d'autres moyens. On Même peut. au moment où ils sont Il signés y ou avait c'est une déjà, lecture a posteriori? alors moi je le fais a posteriori évidemment, mais au moment où ils ont été signés, il y avait beaucoup de gens dont, si je dis pas de bêtises, je sais que des gens comme, je sais pas, Mahmoud Darwish ou Edouard Saïd par exemple, avaient beaucoup de réserves sur Oslo. Mais comme toujours, c'est complexe, enfin, c'est des personnes nuancées avec des rapports nuancés. Mais donc en effet, je fais partie d'une génération qui a vu un ping-pong quoi, entre Oslo puis la seconde intifada. Moi, j'ai pas d'espoir actuellement. Enfin, en tout cas, je suis pas optimiste du tout, du tout, du tout, parce que rien n'invite à l'optimisme actuellement, rationnellement. Mais après, je pense que je peux, bon, en tout cas dans les romans, je peux pas m'empêcher moi, j'aime bien une certaine douceur, et je pense que ça arrive aussi dans la littérature. Elle permet ces contradictions, c'est-à-dire un pessimisme, désespoir total, mais qui est aussi peut-être entrelacé de douceur et de joie. Et de lumière, Mm. cette étoile, la septentrionale, une étoile que Mariam et Joseph suivent. Elle clignotait, indice imperturbable du nord, comme jadis une étoile avait montré à des magiciens le chemin vers une grotte. Ils la fixaient dans ce ciel noir et épais, se demandant où étaient passées toutes les autres. Ce nord, son nord, il y parviendrait, la septentrionale le lui annonçait. Alors en l'occurrence, encore une fois, s'ils étaient vraiment à Gaza et qu'ils roulaient vers le nord, ils n'iraient pas là où l'espoir a priori est pour beaucoup, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte. Là, ce serait dans l'autre sens. Mais pourquoi cette étoile-là? Oui, ce serait dans l'autre sens, Ouais. et c'est beaucoup plus long, c'est-à-dire qu'ils partent, si on veut superposer, ils partiraient d'encore plus au sud, hein, ils viendraient peut-être de la frontière égyptienne et ils traverseraient tous les deux territoires, c'est-à-dire Israël-Palestine, pour arriver au nord, a priori, du coup, le Liban, si on superpose. Et encore, comme vous le disiez, c'est une nuit très, 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 très longue, donc ça marche pas exactement. Euh, je... C'est peut-être un peu une... c'est- Il y a des aspects un peu mystiques à Septentrional, tel que je l'ai écrit. Je pense qu'il y a vraiment un rapport à des formes de spiritualité ou de foi, dans un sens très large, qui se jouent là. Et ces deux personnages, malgré tout, ont
un rapport à l'espoir très fort, à la lumière. À la fin, je pense beaucoup Joseph, mais notamment Mariam, à la fin, il y a un chapitre auquel je suis très attaché, où elle se rend compte, alors je sais pas m'autociter, mais je sais qu'en tout cas que c'est elle se rend compte qu'elle a, une joie antique, en fait, qu'il y a une hérédité de la joie et qu'elle a le droit d'exercer son droit à la joie. Pour moi, c'était très important ça, parce qu'on nous imagine aussi souvent comme, des choses destinées au malheur et à la mort et du coup, on normalise la mort des Palestiniens et en fait, on est des êtres, vivants, complexes et aussi joyeux, qui avons le droit à la joie. C'est aussi ce que dit dans un recueil de poèmes qui va apparaître bientôt aux éditions des Liens qui libèrent, qui se trouve, que j'ai déjà cité dans les matins d'été à l'occasion d'une rencontre avec l'écrivaine ukrainienne Tetania Ugarkova, parce que il me semblait que la façon dont ces deux femmes parlaient de la destruction de leur maison et de sentiments comme celui du deuil, mais aussi celui de l'amour, pouvait entrer en résonance. Mais Nour El Hassi, donc, c'est son nom, dans ce recueil de poèmes Ceci est ma maison, dont vous signez la postface, Karim Katan, Mona Chollet le préface, ce livre-là. Elle, elle, elle a un poème sur l'amour qui s'appelle T'aimer, à l'infinitif. Continuer à t'aimer est la forme la plus pure de tout amour, même si je l'admets c'est difficile, et même si je le sais j'ai le choix encore, et quand bien même je continue, continuer à te serrer contre moi est la forme la plus douce de toute mort, même si, sache-le, ils pensent tous que ça n'est qu'un mythe, et même s'il est fort possible que tu me prennes jusqu'à mon dernier souffle, encore, et quand bien même je continue. Est-ce que vous vous sentez, comme vous l'écrivez, Karim Katan, observé par ce poème? Oui, 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 j'encourage, les auditeurs et auditrices à découvrir la poésie et les chroniques de Nour. Hem, quand dans la postface, je pense que oui, j'évoquais que les poèmes nous observent. Nous aussi, nous tous et toutes, gens hors de Gaza qui avons regardé et qui regardons, le génocide et la destruction de Gaza avec plus ou moins de sentiments d'impuissance. Ces poèmes, ils nous comment dire? Ils nous prennent par le col et ils nous somment de comprendre ce que c'est que d'être, par exemple, en l'occurrence, une jeune femme à Gaza. Tout simplement, je trouve, et la centralité de l'amour, il y a un poème où elle dit, où elle s'exclame, «Je suis jeune et amoureuse». Je trouve ça très fort parce que pareil, on oublie ça. On parle d'une jeune femme, et donc elle dit de quoi elle est amoureuse. Ça nous interpelle, je pense. Ça nous pose une question sur, nos capacités à reconnaître, nos humanités. Et le rapprochement avec l'Ukraine me semble très important parce qu'on a tendance à nous séparer justement, à au contraire nous mettre dans des formes de compétition, qui sont, scandaleuses. Moi j'ai été très touché, quand une lectrice m'a dit que dans Septentrional, une scène lui a rappelé, des choses qu'elle avait vues en Ukraine et je me suis dit: «Ah bah, voilà». C'est pour ça que souvent quand on me dit la Palestine, je dis: «Oui, mais pas que». Parce que en fait nos situations qui sont très, très différentes par ailleurs, hein, je ne fais pas des équivalences entre tout, hein, mais on a des points de contact qui sont, qu'il faut toujours, trouver, je pense. Qui est-elle, Nour El Hassi, que l'on ne connaît pas, qui est très jeune et qui a dû, elle aussi, laisser derrière elle tout son monde, la Palestine? Nour, Nour El Hassi est une écrivaine, de Gaza, arrivée, en France, évacuée, l'an dernier, qui, heu, qui écrit donc, qui publie, un recueil de poèmes, traduit, aux Liens qui libèrent et qui écrit également, des chroniques, notamment, chez Mediapart, que j'invite vraiment les gens à lire parce qu'elle c'est un point de vue et une voix très, forte, sur la Palestine et et vraiment remarquable. Un autre de ses poèmes qui s'appelle Guérir, toujours un verbe à l'infinitif, où elle s'adresse à une falaise, haute falaise surplombant la mer, je te questionne à contre-cœur, combien d'âmes brisées se sont assises sur toi, des milliers de tentes. Je m'assieds sur ton rebord, les jambes dans le vide, depuis le jour où on m'a forcé à te quitter, j'ai mesuré mon deuil au nombre de chevaux morts sur la grève. Haute falaise surplombant la mer, puis-je me délester de ce poids contre toi, je suis épuisée, peux-tu me guérir? Mais tu n'as rien à offrir, dit la falaise. Ton cœur s'est brisé en un nombre incalculable de morceaux, tu ne pourras jamais tous les rassembler.
Mais si, je le peux, répond la jeune fille, ne sois pas si dure, j'ai confiance en la mer et en la chaleur de la mienne. Je sais qu'une fois partie, je ne me changerai pas en un corps froid. La chaleur du pays me maintiendra toujours vivante. C'est un poème très dur et en même temps j'adore qu'elle argumente avec une falaise dans le recueil, quelque chose qui est très beau. Parce qu'encore une fois, faut pas oublier, c'est de la poésie aussi. Enfin, il y a un art poétique là. Sa ville, Gaza, enfin, son pays s'incarne de plein de manières différentes et souvent de manière, je trouve, voilà, très. En fait, elle donne une vie à beaucoup d'éléments de Gaza, comme cette falaise, comme un arbre. Enfin, elle compose une cartographie presque de Gaza par les éléments qui lui sont chers et ils sont surprenants. Et ce dialogue avec la falaise, qui est à la fois en effet très dur, mais qui, qui déploie un imaginaire que je trouve très beau aussi. C'est ça qui est très fort aussi chez Nour dans sa poésie. Et vous réussissez, Karim Katan, à aussi jouer sur, entre guillemets, je sais pas comment, l'expression est un peu malheureuse, mais à jouer sur plusieurs tableaux, la littérature, mais aussi les tribunes. Vous aviez par exemple interpellé dans les colonnes du Monde, où êtes-vous mes pairs, mes collègues, mes amis, où êtes-vous les écrivains? Où est votre parole collective, vous, faiseurs de mots? Pourquoi Gaza a-t-elle disparu derrière des sophismes, des approximations et des murmures désolés? Les mots ont disparu, Karim Katan, ou les mots sont évités? Oui, ils sont évités en général, encore aujourd'hui, même si ça change. Quand ils sont pas évités, il y a quand même beaucoup comment on dit, de tartufferie hein, dans la manière dont on parle d'Israël et Palestine. Et je trouve enfin, ce manque de courage m'a beaucoup déçu. Après, beaucoup de gens disent ce qu'il faut et voilà, sont clairs sur la question aussi, il faut pas l'oublier. Et vous en êtes, Karim Katan. Merci beaucoup. Votre dernier roman Septentrional paraît le 4 septembre chez Elisade et vous signez la postface du recueil de poèmes de la poétesse palestinienne Nour El Hassi. Ceci est ma maison, qui paraît aux éditions des Liens qui libèrent. Merci d'avoir été avec nous dans les matins. Merci pour votre accueil.